Écoutez-moi. Le monde tel que vous le connaissez touche à sa fin. Il n'y a plus d'espoir. NXO. Demogarchy's not DEAD. Yet. We've infiltrated. They're watching. Demogarchy. On va se pencher sur un cas assez déroutant, un véritable paradoxe au cœur même de l'Europe. Un pays qui dépense des sommes folles pour la santé, mais où une partie de la population semble en payer le prix. Plongeons ensemble dans ce système pour essayer de comprendre. On va décortiquer tout ça. On a un système où, bizarrement, des dépenses records ne semblent pas garantir de meilleurs soins pour tout le monde. C'est assez contre-intuitif et c'est ce qu'on va explorer. Alors, premier chiffre clé, 11%. 11% du produit intérieur brut est consacré à la santé. Pour se donner une idée, c'est vraiment l'un des taux les plus élevés de toute l'Europe. L'argent est donc là, en théorie. Et pourtant, voilà le paradoxe qui commence à se dessiner. 5,2% des ménages belges font face à ce que les experts appellent des coûts de santé catastrophiques. C'est tout simplement le taux le plus élevé de toute l'Europe de l'Ouest. Et en même temps, sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, c'est la pénurie. On estime qu'il manque 25 000 infirmières et infirmiers. Alors l'argent est là, mais il manque du personnel. Que se passe-t-il vraiment ? Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut commencer par là, l'impact très concret, très humain de ce système sur la vie des gens. Et là, les chiffres sont, disons-le, choquants. 41% de la population qui doit renoncer à des soins parce que c'est trop cher. C'est énorme. Et le système frappe encore plus durement les plus fragiles. Ça monte à 60% pour les familles monoparentales et même 63% pour les personnes en incapacité de travail. Une partie de l'explication, elle est là, ce qu'on appelle le reste à charge, ce que les gens doivent payer de leur poche, est bien plus élevé en Belgique que chez ses voisins. Presque 18%. C'est plus du double de ce qu'on observe en France ou au Luxembourg. Ça pèse forcément très lourd dans un budget. Et la conséquence la plus tragique de tout ça, elle est là. Un écart d'espérance de vie qui se creuse. Un homme d'un milieu défavorisé vit en moyenne 9,3 ans de moins. C'est presque une décennie de vie qui s'envole à cause de ces inégalités face à la santé. Bon, le constat est lourd. Maintenant, la question, c'est comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser d'un peu plus près à ceux qui tirent les ficelles. Cet exemple illustre parfaitement ce qu'on appelle le phénomène des portes tournantes. On voit une même personne passer d'un cabinet ministériel à la tête de l'organisme qui régule la santé pour ensuite diriger une grande fondation privée. Le tout sans aucune période de transition, ce qui pose évidemment de sérieuses questions sur les conflits d'intérêts potentiels. Et ce manque de garde-fous, eh bien, ça peut mener à des scandales. Cette citation, qui vient d'une fédération professionnelle, dénonce une absence de transparence et des conflits d'intérêts. Elle fait référence à un cas précis. Le patron de l'agence du médicament qui attribue un contrat d'1 million d'euros pour des tests qui ont été validés par le labo de sa propre compagne. En parallèle de ça, il y a une autre pratique qui a littéralement explosé, les contrats secrets avec l'industrie pharmaceutique. En 10 ans, c'est passé de 500 millions à quasi 3 milliards d'euros. Ça veut dire que plus de la moitié du budget des médicaments est maintenant dépensé dans l'opacité la plus totale, sans aucun contrôle public. Le coût humain est clair, les conflits d'intérêts aussi. Maintenant, suivons la piste de l'argent. Accrochez-vous bien. Entre 20 et 30 milliards d'euros, c'est ce que la fraude et l'évasion fiscale coûterait à la Belgique chaque année. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le déficit budgétaire du pays. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec une telle somme. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment crucial. On compare souvent la fraude fiscale, qui est plutôt le fait des grandes entreprises et des grosses fortunes, avec la fraude sociale. Regardez le rapport, la fraude fiscale est au moins 60 fois plus importante. Et pourtant, regardez où l'État choisit de mettre ses moyens. D'un côté, on supprime des postes de contrôleurs fiscaux, de l'autre, on embauche pour traquer la fraude sociale. On choisit donc de s'attaquer aux plus petits problèmes, tout en désarmant les services qui pourraient récupérer des milliards. Alors quand on met tout ça bout à bout, le coût humain, les conflits d'intérêts, l'argent qui s'évapore, on en arrive à la question centrale. Est-ce que ce sont juste des ratés, des défaillances, ou est-ce que c'est un système qui est fait comme ça ? Pour tenter d'y répondre, il faut comprendre un mot, un concept clé en Belgique, la particratie. En gros, ça veut dire que le vrai pouvoir, il n'est pas au Parlement ou au gouvernement, mais dans les mains des présidents de partis.
Et c'est ce système qui permet de nommer des proches à des postes clés et de contourner les règles. Et ce n'est pas juste une analyse interne. Les organismes anticorruption européens alertent la Belgique depuis des années. Mais regardez le bulletin de notes. Pour les parlementaires, après 10 ans, seule une recommandation sur 8 a été suivie. C'est ce qu'on peut appeler un dialogue de sourds. En fait, cette résistance au changement, elle s'explique par des failles profondes dans le système. L'organe qui est censé garantir la transparence n'a pas de pouvoir réel. Il n'y a aucune règle contre le pantouflage. Les grands scandales financiers restent souvent impunis, et des milliers d'affaires s'enlisent dans les tribunaux. Bref, les outils de contrôle semblent faits pour ne pas fonctionner. Alors, quand on relie tous ces points entre eux, une image assez claire commence à se dessiner. Celle d'un système qui organise un transfert des charges d'un côté et des bénéfices de l'autre. Le résultat final est assez simple à résumer. D'un côté, on a les patients, les soignants, les contribuables. C'est eux qui payent le prix fort. Et de l'autre côté, les profits et les avantages sont captés par un petit groupe bien connecté. L'industrie pharma, les grands cabinets de conseil et les initiés du monde politique et des mutuelles. Ce qui nous ramène à notre toute première question. Après avoir vu comment les coûts pèsent sur la population et comment les profits sont dirigés vers une élite, on est en droit de se demander, est-ce que ce système est juste défaillant ou est-ce qu'il fonctionne, au fond, exactement comme il a été conçu ? Bienvenue dans la discussion. Les documents que nous analysons aujourd'hui brossent un tableau vraiment inquiétant de l'État belge, surtout dans les domaines de la santé et des finances publiques. On y découvre un paradoxe assez frappant. La Belgique a des dépenses parmi les plus élevées d'Europe, et pourtant les coûts pour les citoyens explosent. De plus en plus de gens renoncent à se soigner, et les inégalités de santé, elles, se creusent. Et en parallèle, les mêmes textes nous parlent d'un gaspillage systémique, de scandales à répétition et d'une évasion fiscale massive. Face à ce constat qui est, on peut le dire, accablant, la question centrale qui émerge, c'est de savoir quelle est la nature profonde du mal. Est-ce qu'on est face à une capture délibérée, organisée, de l'État par des intérêts privés, politiques, industriels, qui en somme manipulent le système à leur avantage, ou bien est-ce qu'on assiste plutôt à l'effondrement un peu chaotique d'un État dont la complexité institutionnelle est devenue tout simplement ingérable, au point qu'il s'affaisse sur lui-même, ce qui crée des brèches dans lesquelles ces mêmes intérêts s'engouffrent. Je vais défendre la première lecture. Pour moi, on est clairement face à une capture systémique et tout à fait intentionnelle. Et je soutiendrai que ces défaillances sont avant tout le symptôme d'une implosion structurelle, d'un État qui n'est tout simplement plus en état de fonctionner. Mon point de vue, c'est que le système belge n'est pas juste en panne. Il est, je pense, conçu, ou en tout cas orienté, pour fonctionner précisément comme il le fait, au profit de quelques-uns. Et les preuves, elles ne sont pas anecdotiques, non. Elles sont convergentes et elles dessinent un véritable système. On a par exemple ce qu'on appelle les portes tournantes, vous savez, ce balai incessant entre le public et le privé. Prenons un personnage comme Hugues Malonnet. Il passe de l'industrie pharmaceutique à la direction de l'AFMPS, donc l'agence qui régule les médicaments. Et dans l'autre sens, on a Brioc Van Damme, qui a été l'architecte d'un pacte jugé très favorable à cette même industrie et qui se retrouve bombardé à la tête de l'INAMI, l'organisme qui gère notre assurance maladie. Le politique n'est pas en reste. On observe une triangulation des intérêts entre le parti Fourayt, le ministre de la Santé Frank Van den Broek et la mutuelle socialiste Solidaris. La direction de cette mutuelle est intimement liée au parti. Elle fournit même des membres au cabinet du ministre, alors les politiques publiques semblent s'aligner sur les intérêts des mutuelles, pas forcément sur ceux des patients. Mais l'exemple le plus spectaculaire, ce sont les contrats secrets avec les grandes firmes pharmaceutiques. Leur budget il a été multiplié par 5 en 10 ans. On parle de 2,8 milliards d'euros, soit 60% du budget total des médicaments, dépensés dans une opacité totale. Ça, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Et il a des conséquences directes, comme la fin de la gratuité de médicaments vitaux, l'insuline par exemple, pour plus d'1 million de Belges. Pour moi, c'est un transfert organisé. On capte les ressources publiques au profit d'une élite et on transfère les coûts et les risques sur les citoyens. Je comprends parfaitement pourquoi cette lecture s'impose, elle a une cohérence qui est évidente, mais je pense vraiment qu'elle prend les conséquences pour la cause. Voir cela comme une capture, presque un complot, c'est passer à côté de la racine du problème. Et cette racine, c'est la faillite de l'architecture même de l'État belge. Cet État est devenu une machine ingouvernable. On a 6 gouvernements,
une cinquantaine de ministres et près de 2000 collaborateurs de cabinets ministériels qui forment une sorte de gouvernement parallèle et qui court-circuitent en permanence une administration déjà affaiblie par des décennies de politisation. Cette lasagne institutionnelle, comme on l'appelle, elle paralyse toute décision cohérente, toute réforme de fond. C'est ce vide de gouvernance, cette absence de pilote dans l'avion, qui crée un appel d'air formidable pour les intérêts privés. Ils n'ont même pas besoin de capturer l'État. Ils n'ont qu'à occuper l'espace laissé vacant par un pouvoir public qui est en pleine décomposition. Prenez l'effondrement du contrôle fiscal. Le SPF Finance a perdu plus d'un tiers de ses effectifs en 20 ans. Est-ce que c'est un plan délibéré pour aider les fraudeurs ou est-ce que c'est le résultat de décennies de coupes budgétaires aveugles dans un État hypertrophié, surendetté et incapable de fixer ses priorités ? Pour moi, la réponse est claire. Et les scandales comme NetEase, ou les pensions des parlementaires, ou même les conflits d'intérêts que vous citez, ce sont les symptômes de la mort de la culture de l'État. Une conséquence directe de ce que les politologues appellent la particratie. Ce système où la loyauté au parti l'emporte toujours sur l'intérêt général. Alors, restons sur l'exemple des contrats sécrets justement parce qu'il est très parlant. Vous parlez de vide, d'absence de pilote. Moi, je vois des actions très concrètes. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, il est issu d'un parti, Vous Right, qui en 2019, quand il était dans l'opposition, faisait campagne pour la suppression pure et simple de ces contrats opaques. Une fois aux manettes, ce même ministre préside à leur explosion, les faisant grimper à 2,8 milliards. Il va même jusqu'à qualifier lui-même la situation de, je cite, « problème démocratique et de dilemme du prisonnier ». Il avoue en quelque sorte son impuissance. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça autrement que comme la preuve de la puissance écrasante du lobby pharmaceutique ? Justement, l'expression « dilemme du prisonnier » est la clé. Pour moi, elle ne prouve pas la capture, mais la faiblesse structurelle. Un État qui fonctionne avec un leadership fort et unifié, il ne serait pas dans un dilemme du prisonnier. Il aurait le poids nécessaire pour négocier. Mais que peut faire un ministre de la Santé belge, coincé dans un gouvernement de coalition fragile, avec des compétences qui sont éclatées entre le fédéral et les régions? Il ne peut pas prendre seul le risque politique de priver les citoyens belges d'un médicament innovant, même si le prix est exorbitant et que les conditions sont opaques. S'il fait ça, il est politiquement mort. Et les multinationales, ça, elles le savent et elles en jouent. La fragmentation du pouvoir belge le met en position de faiblesse absolue. Ce n'est pas de la collusion, ça. C'est une défaite structurelle. La structure même de l'État l'empêche de dire non. D'accord, mais cette faiblesse structurelle, elle n'empêche pas certains individus de prospérer et d'en tirer un avantage personnel direct. Et là, on quitte la grande théorie institutionnelle pour entrer dans le conflit d'intérêts caractérisé. Reprenons le cas de Hugues Malone, à la tête de l'Agence du médicament. Cet homme, il vient de l'industrie. Il se retrouve en position de négocier un contrat pour des tests Covid. Le prix retenu est de 7 € par test, le plus cher du marché à l'époque. Et comme par hasard, la validation de ces tests est confiée au laboratoire que dirige sa compagne. L'impact financier pour l'État est direct, on parle d'1 million d'euros. Est-ce que ça, c'est encore un symptôme d'effondrement ou est-ce que c'est tout simplement un mécanisme de captation à une échelle quasi individuelle, rendu possible par une culture du laisser-faire? C'est un cas scandaleux, je ne le nie absolument pas. Mais la question est de dire, est-ce que ce cas est la cause du problème ou sa conséquence la plus visible? Le fait est qu'il n'existe en Belgique aucune réglementation sérieuse sur ce qu'on appelle le pantouflage, ces allers-retours entre public et privé. Et ce n'est pas nouveau. Des instances européennes comme le GRECO, qui est le groupe d'État contre la corruption, le signalent à la Belgique depuis plus de 10 ans. 10 ans. Et rien ne bouge. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a un plan secret pour protéger les Hugues Malone, mais parce que le système politique belge, qui est basé sur des coalitions larges et des compromis permanents, il est structurellement incapable de se réformer lui-même. Surtout quand il s'agit de toucher aux privilèges ou aux pratiques de la classe politique et administrative. La moindre proposition de loi sur la transparence ou l'éthique devient une monnaie d'échange dans une négociation sur un tout autre sujet. Et au final, rien ne se fait. C'est l'inertie du système qui est la vraie coupable. Vous parlez d'inertie, mais moi je vois quelque chose de bien plus actif, de bien plus délibéré dans la manière dont l'État choisit ses cibles. Prenons la symétrie fiscale, qui est un point central des documents. Le gouvernement annonce fièrement le recrutement de 280 inspecteurs sociaux pour traquer la fraude sociale. Le montant total de cette fraude détectée, c'est 435 millions d'euros. Et en même temps, les effectifs du fisc, qui doit faire face à une fraude fiscale qu'on estime entre 20 et 30 milliards d'euros, continuent de s'effondrer. On a donc une armée pour chercher 400 millions et des effectifs en déroute pour chercher 30 milliards.
Le ratio est de 1 à 60. Comment appeler ça autrement qu'un traitement de classe? Ce n'est pas de l'inertie, ça. C'est un choix politique idéologique. On décide activement de harceler les plus vulnérables, dont la fraude est facile à prouver et, disons-le, médiatiquement rentable, tout en organisant l'impunité pour les plus riches via des mécanismes comme la transaction pénale élargie, qui leur permet en gros d'acheter leur tranquillité. Alors là, j'ai du mal à vous suivre sur l'idée d'un choix idéologique qui serait conscient et concerté. La symétrie que vous décrivez est choquante, c'est une évidence. Mais elle s'explique aussi parfaitement par la logique de survie d'un système politique qui est dysfonctionnel et à court de souffle. S'attaquer à la fraude sociale, c'est facile, c'est visible, ça permet des annonces fortes dans le journal de 20 heures. C'est un gain électoral immédiat pour un coût politique quasi nul. À l'inverse, la grande fraude fiscale internationale, c'est incroyablement complexe. Ça demande une expertise pointue, des investissements massifs à long terme, une coopération internationale, bref, tout ce que l'administration belge, affaiblie par des années de coupe et de politisation, n'est plus capable de faire. Le politique, en bon manager d'un système en faillite, choisit donc la voie de la moindre résistance. C'est du populisme, c'est de la gestion à courte vue, oui, c'est une marque de dysfonctionnement profond, mais ce n'est pas nécessairement une stratégie de classe organisée. C'est plutôt la preuve que l'État est devenu tout simplement incapable de s'attaquer aux vrais problèmes. Mais l'État organise activement son incapacité, il ne fait pas que la subir. Et j'en veux pour preuve un vote qui a eu lieu en juin 2023, que les sources mettent bien en lumière. Un amendement est déposé au Parlement fédéral, il vise à rendre contraignants les avis de la CADA. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, donc l'organe qui est censé garantir la transparence. Aujourd'hui, ces avis ne sont que consultatifs. L'amendement propose de leur donner force de loi. Eh bien, la majorité fédérale vote contre. Ça, c'est un acte politique positif, un choix délibéré d'entretenir l'opacité. Comment ne pas y voir une volonté de protéger les contrats secrets avec les pharma, les rémunérations opaques, bref, de protéger tous les arrangements qui profitent à ceux qui sont déjà en place. Ce n'est plus de l'inertie, c'est un verrouillage actif. Je vois cet événement différemment. Pour moi, c'est la manifestation la plus pure du réflexe d'autoconservation de la particratie belge. Bien sûr que c'est un verrouillage, mais qui verrouille quoi en fait? Je ne crois pas que ce soit une petite élite qui se concerte pour cacher ses méfaits. C'est le système tout entier qui se protège. Imaginez une transparence totale. Cela exposerait au grand jour tous les compromis boiteux, toutes les incohérences, tous les renoncements de chaque partie de la coalition par rapport à son programme. La coalition, déjà si fragile, exploserait en quelques semaines. L'opacité n'est pas tant un outil pour cacher la corruption qu'un lubrifiant indispensable pour faire tenir ensemble une machine institutionnelle qui autrement se gripperait instantanément. C'est donc la logique de survie du système politique lui-même, dans sa globalité, qui impose le maintien de l'opacité. Les portes tournantes, les contrats secrets, l'asymétrie de la lutte contre la fraude et donc ce blocage actif de la transparence, tout ça, pour moi, ça dessine le portrait d'un système dont les règles sont écrites par et pour une élite. Et la dégradation des services publics que subissent les citoyens, ce n'est pas un dommage collatéral malheureux, c'est la conséquence directe et même logique de cette capture organisée des ressources de l'État. Pour ma part, je maintiens que cette lecture, même si elle est séduisante, se concentre sur les symptômes et identifie très bien les bénéficiaires, mais elle passe à côté de la maladie originelle. Et cette maladie, c'est la paralysie institutionnelle d'un État trop complexe, trop fragmenté et dominé par une culture politique où la survie des partis prime sur tout le reste. Tous les phénomènes que vous décrivez, les conflits d'intérêts, le gaspillage, l'opacité, ce sont les fruits vénéneux d'un arbre dont les racines, c'est-à-dire la structure même de l'État, sont profondément malades. S'attaquer à ce que vous appelez la capture, sans réformer fondamentalement cette structure, c'est un peu comme vouloir traiter une septicémie avec un simple pansement. Ce qui est certain en tout cas, c'est que nos deux perspectives, bien qu'opposées sur le diagnostic de la cause, s'accordent sur la gravité des faits et sur l'urgence d'une réaction. La question qui demeure est donc stratégique. Faut-il en priorité chercher à démanteler des réseaux d'influence ciblés en pensant que cela assainira le système? Ou faut-il plutôt s'atteler à la tâche herculéenne de refonder complètement l'architecture institutionnelle de l'État belge, en espérant qu'un système plus simple et plus efficace laissera moins de place à ces dérives? Les documents que nous avons parcourus, je crois, fournissent des arguments solides pour les deux approches. Et ils montrent peut-être surtout que la capture et l'effondrement ne sont pas deux phénomènes exclusifs, mais bien deux dynamiques qui se nourrissent tragiquement l'une l'autre.